participer. Je vais présenter les 3 personnes qui sont ici et qui vont, dans un premier temps, préparer quelque chose de toute façon pour vous. Et ensuite, ma foi, on aura on va vous écouter parce qu'on est plus dans un format atelier que ce format table ronde. On a beaucoup de choses à vous dire et vous êtes passif, c'est beaucoup plus l'inverse. On aimerait bien avoir de votre part des questions. La table ronde, vous savez pourquoi vous êtes là, c'est tout ce qui est retombé, tout ce qui est objectif, tout ce qui est bénéfice en fait du tourisme industriel. Alors on est content d'avoir ces 3 personnes avec nous, vraiment. C'est pas parce que je suis animateur que je dois le dire, mais c'est vrai. Parce que... ben oui, je suis quand même animateur, je suis d'accord. Je vais commencer par les dames. Sophie Barret et puis Anne Rida, service développement et service partenariat économique du comité départemental du tourisme 93 et Seine-Saint-Denis. Et là, c'est typiquement un espace que vous avez, dont vous êtes chargé de valoriser. Et vous avez pris un certain nombre d'initiatives qui sont tout à fait remarquables et vous allez pouvoir nous en parler. Et puis, Jean-Louis Corenton, vous êtes vice-président de l'Université de Nantes et vous allez nous parler aussi d'une reconversion, enfin de la navale au niveau de Nantes qui avait pris une part très importante dans le développement de la ville et puis qui s'est arrêtée. Et toutes les initiatives qui ont été prises, pensées et qui sont en cours aujourd'hui. Et le travail n'est pas terminé, mais beaucoup a déjà été fait. Et qui donne des résultats là aussi tout à fait probants. D'ailleurs, si la ville de Nantes, me semble-t-il, a été classée comme une des villes, ou sinon la première ville où les gens étaient le plus contents en France, il y a peut-être des corrélations entre du travail qui a été fourni et les résultats qu'on a aujourd'hui. Voilà pour vous présenter. On fait comment? On commence par qui? Alors c'est moi qui vois. Honneur aux dames. Voilà. Alors, si on commence, Sophie Barret, je sais pas. Alors, vous avez préparé effectivement des slides. On peut dire que votre territoire, c'est un territoire qui est le fruit d'une grande histoire économique. Hein. Et elle n'a pas commencé au XXe, elle a commencé au XIXe siècle. C'est bien ça? Tout à fait. Alors bon. Déjà, j'aimerais beaucoup remercier les organisateurs de nous avoir conviés en fait aujourd'hui. C'est quand même une reconnaissance pour notre travail que nous menons depuis plus d'une dizaine d'années sur un territoire qui a mauvaise presse en permanence, qui est on tire un boulet rouge sur ce territoire alors qu'il a énormément de qualité, énormément de richesse et les acteurs sont remarquables. Moi, ce que vous pourriez dire, enfin, bon, on voit bien, c'est le premier slide, j'allais le dire, c'est un territoire qui a un fort potentiel, ça on pouvait... Alors, l'image qu'on a choisie ici, c'est un peu le symbole de notre territoire. C'est la cheminée. La cheminée, c'est un élément architectural qui est très présent en Seine-Saint-Denis. Il y en a beaucoup. Il y en a en activité, il y en a qui ne le sont plus. Et elles sont un petit peu disséminées. Et là, c'est la cheminée hélice, en fait, qui est comme un phare. Vous avez au pied le canal de l'Ourcq, vous êtes au niveau du périphérique, quasiment. Tout à côté, vous avez la réhabilitation des grands moulins de Pantin, qui accueillent aujourd'hui le siège de BNP Security Service. Et c'est vrai que c'est une ouverture sur ce canal qui a une vocation industrielle, bien évidemment, de transport de marchandises, mais également aujourd'hui de transport de tourisme fluvial. En face, vous avez, juste un tout petit peu plus loin, le Centre national de la danse, un bâtiment qui est également emblématique, qui appartient à une architecture brutaliste des années 70-80, qui auparavant abritait la préfecture de police, donc c'était l'endroit, je pense, le préféré des Pantinois, puisque c'est le commissariat, le centre des impôts, et aujourd'hui c'est le Centre national de la danse qui a reçu l'équerre d'argent lors de sa réhabilitation. Alors, je voulais juste préciser que juste en face, on voit un peu une péniche, parce qu'en fait, tout ça, c'est patrimonial, un petit peu ce que tu disais. Juste en face, c'est installé
une centrale à béton de Lafarge, en fait. Donc du coup, ça continue à vivre et l'industrie continue à s'installer. Donc c'est un territoire, on le voit bien, enfin on va le voir tout à l'heure, c'est un territoire qui de toute façon a un fort potentiel, ça on s'en doutait un tout petit peu, mais c'est un fort potentiel parce que c'est quasiment le premier espace industrialisé à cette échelle au XIXe siècle. La Seine-Saint-Denis, c'est le premier pôle industriel européen en fait au XIXe siècle. Donc là, vous avez le territoire aujourd'hui avec donc effectivement ce fort potentiel puisqu'il est desservi par l'autoroute A1, A3, un réseau ferré qui est très très dense puisqu'il a été, vous avez les réseaux ferrés du nord et de l'est. Également la Seine, le canal de l'Ourcq et un bout de la Marne. Donc tout ça fait que c'est très dense. Nous bénéficions également de l'aéroport Charles de Gaulle tout en haut et de l'aéroport du Bourget qui est le premier aéroport d'affaires européen. Voilà, donc on est en train, pour brosser avec vous à la fois les atouts du territoire et après ce qui sera intéressant c'est de voir par rapport à ces atouts les produits et les événements que vous avez suscités. Alors on se doute bien que par rapport à un territoire fort potentiel comme celui-là, avec toute l'activité qui s'y est développée, on a aussi un patrimoine entre guillemets architectural qui est extrêmement intéressant. Alors c'est vrai que oui, la seconde, en fait, c'est exactement la même carte, mais donc vous voyez, c'est l'emplacement des industries au XIXe siècle, et vous voyez une densité très forte, donc toujours autour de ces réseaux ferrés, toujours autour de ces voies fluviales, et qui aujourd'hui représente vraiment la Seine-Saint-Denis. Il y a eu un effort très, très appuyé de la part du Conseil général de conserver ces usines, ces témoignages. Alors Sophie vous en parlera un peu plus de manière plus appuyée parce que c'est elle la spécialiste. Et donc ce qui nous permet aujourd'hui de bénéficier de tout un tissu de bâtiments assez remarquables et qui pour nous sont complètement indispensables. Et c'est une politique qui n'existe pas ailleurs, si vous voulez. En Ile-de-France, par exemple, le 92 n'a pas eu du tout cette politique-là. À Paris, on continue effectivement, alors il y a quelques exemples bien sûr, mais on continue de détruire des endroits, des usines, des ateliers pour construire de logements. C'est un patrimoine qui existe, qui est vivant, mais qui est, même chez vous, il est menacé. On ne peut pas dire... Ici, vous voyez tout en haut, au centre, des gazomètres. Donc la photo aérienne date de 1950. Actuellement, juste à l'emplacement, à quelques mètres près de ces gazomètres, il y a le Stade de France. Et juste en dessous, vous voyez le paysage industriel qui effectivement a évolué, mais faudrait voir une photo aérienne à notre époque, mais il y a pas mal de choses quand même qui ont été conservées. Effectivement, dans le 92, ils ont voulu développer une autre image, une image plus aristocratique, plus bourgeoise, et tout a été rasé en fait. Dans l'image suivante, on voit là l'usine électrique début du siècle, qui a été construite pour alimenter Paris en électricité, notamment le métro. Là, c'est la Seine. Et actuellement, dans cette usine, c'est la Cité du cinéma de Besson, donc, qui a été totalement réhabilitée. Ils ont gardé l'architecture, ils ont gardé l'espace, ils ont fait des recherches pour garder la même verrière, ils ont fait apparaître les ponts métalliques. Tout a été assez bien fait, à part une turbine a été gardée en plein milieu de la Cité du cinéma. Je ne sais pas si vous avez ça en tête. Et... Besson a voulu faire un clin d'œil au territoire en invitant des graffeurs à graffer la turbine. Et j'avoue que c'est assez mal fait. Donc c'est le seul point négatif de la réhabilitation du lieu. Ça peut se modifier encore si ça a été graffé. Ça a déjà, en fait, pour vous le dire, ça a déjà été modifié par rapport à l'origine, parce que voilà, c'est pas simple de graffer une turbine en fait. Donc là, je me souviens plus. Vous pouvez monter, ouais, je me souviens plus du tout ce qu'il y a. Non, de descendre. Ouais. Donc ici à droite, c'est Pathé Albatros à Montreuil, donc la première verrière de cinéma
Oui, la famille Pathé, qui est toujours conservée dans un état un petit peu mauvais. En fait, il faudrait une restauration. Ils ont du mal à trouver l'argent. Mais à l'intérieur se sont installés des artisans du plâtre, des artistes, des Donc comédiens. c'est un patrimoine menacé parce qu'en fait, s'il n'est pas réhabilité... Menacé parce que s'il n'est pas réhabilité, il ne pourra plus accueillir du public. Déjà, il ne peut plus vraiment accueillir de public en groupe. Et à droite, ça c'est pas du tout menacé, et c'est le genre également de patrimoine industriel qu'on trouve au détour des rues, Art déco, années 30, à Pantin. Donc il n'y a pas que des sheds et des grands ateliers. La slide d'après, il me semble que c'est le... Voilà, patrimoine menacé. Effectivement, tout n'est pas rose. Ce document a été fait l'année dernière, et effectivement, ça y est, l'usine Westinghouse est détruite. Malgré toute une mobilisation pour essayer de... Parce qu'en fait, ils ont fait du logement à la place, parce que c'est une grosse question. Il faut loger la population. En région parisienne, c'est une question assez importante. Et ils ont préféré raser au lieu de réhabiliter. Voilà, c'est des choix qui se font assez régulièrement. Ce qui a été fait également sur les anciens bâtiments EDF, à la plaine Saint-Denis. Parce que ça a un coût aussi. On peut réhabiliter et loger en même temps, mais c'est un coût plus supérieur, je suppose. Pas forcément, en fait. Ah bon? Oui, le Conseil général de Seine-Saint-Denis, via Antoine Furio, a fait une étude, en fait. Et effectivement, certaines fois, ça coûte plus cher, et d'autres, pas forcément. Ça dépend de l'état du lieu. La manufacture d'allumettes à Aubervilliers, là où va s'installer Michel Gondry, va être réhabilitée et pas du tout rasée, parce que ça va coûter forcément moins cher. Là, le bâtiment 19e a toujours été habité par la manufacture d'allumettes. Il faut une volonté politique, en fait. Oui, voilà. Et voilà, les bâtiments EDF étaient en bon état, mais SFR, quand ils se sont installés, ont décidé de tout raser. Et donc, il y a là un patrimoine industriel c'est disparu. C'était l'habitat ouvrier et l'habitat du directeur de la centrale à l'époque. Et pour commencer à parler de notre activité, on a profité donc du chantier du siège des SFR pour faire la visite du chantier et du chantier de dépollution du site. Et donc il est aussi réhabilité. Donc à gauche, les anciens bâtiments de l'illustration, imprimerie qui est réhabilitée en université, et à droite, une usine de toile de jute réhabilitée en un lieu artistique. La Dynamo de Banlieue Bleue, Banlieue Bleue est un festival de jazz. Donc, ça c'est l'intérieur de la Cité du Cinéma. Ça, il faut parler avec le micro aussi. L'intérieur de la Cité du Cinéma. Alors, pour un petit peu parler de notre activité de visite d'entreprise, donc c'est vrai que ça fait 10 ans qu'on fait ça. Alors là, je vous coupe parce qu'en fait, il y a une volonté là aussi du CDT d'orienter toutes ses missions, ses actions, pour être en capacité de valoriser les atouts du territoire. Et ça donne lieu effectivement à ce que vous allez nous présenter. Tout à fait. Là, il y a vraiment un projet fort du CDT, une mission forte qui a été assignée au CDT. Et compte tenu du potentiel, en fait, l'orientation, c'est effectivement prendre en considération que c'est un véritable levier, le tourisme en termes culturels, économiques. Donc ça a été une orientation depuis le départ de développer, animer ce tourisme et les loisirs dans le département avec cette vision originelle de transformer ce handicap en un atout. Et alors moi, quand on a préparé ensemble, vous m'avez dit le projet phare ou un des projets phares, c'est la visite d'entreprise. Alors, ça justifie aussi le fait que vous soyez ici. Et la visite d'entreprise, comment vous l'avez organisée? Comment ça se passe? Sur quel site et sur quelle modalité? La visite d'entreprise, donc on s'est effectivement positionné très rapidement dessus. Puisqu'il y a énormément d'acteurs. Alors aujourd'hui, le tissu a changé par rapport à il y a 10 ans. Il y avait beaucoup plus d'industries auparavant. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une désindustrialisation intense. PSA en est l'exemple. À Aulnay, on a fait pendant longtemps cette visite qui était juste incroyable et qui aujourd'hui n'est plus. Donc, comment c'est né? En fait, on
on a pris nos téléphones et puis ça a fonctionné sur une base de réseau. Alors, ce qui est intéressant, je vous coupe aussi, c'est un petit peu ce qui avait été dit tout à l'heure avec M. Dubuc, c'est qu'au départ, vous pensiez que les visites d'entreprise allaient intéresser et concerner spécifiquement les gens tout autour de Saint-Denis, toucher donc les habitants, et puis très vite, ou assez vite, vous vous êtes rendu compte que ça a effectivement touché les gens, les habitants, mais bien au-delà. Mais en fait, c'était un projet de territoire. Le but du jeu aussi, notre rôle, c'était prouver aux habitants de la Seine-Saint-Denis qu'ils n'habitent pas dans un lieu sinistré. Donc tout simplement, c'était redonner une espèce de fierté aux gens qui y habitent et être conscient qu'il y a des choses remarquables sur leur territoire, à commencer par la basilique de Saint-Denis. Donc, et qu'il y avait des choses à proximité, qu'il n'y avait pas forcément besoin d'aller sur Paris ou de dépenser beaucoup d'argent. Nous, notre activité de visite d'entreprise est largement subventionnée. Aujourd'hui, subventionnée par la région, par le département. Nous recherchons également aussi des mécènes privés pour pouvoir continuer, étant donné les baisses budgétaires assez importante pour pouvoir offrir cette qualité à la fois en tant que contenu et à la fois en tant qu'accessibilité. Parce que concrètement, en fait, c'est des visites... on a pris un peu... Cécile Pierre n'est pas dans la salle. On a pris le contre-pied de la DEV, en fait. Nos visites, c'est des visites de 10 à 15 personnes maximum. Même dans des très grosses entreprises, ça ne dépassera jamais 15 personnes. Qui sont payantes parce qu'il faut l'engagement du public et on développe plus de 1000 visites à l'année, donc on a derrière une logistique. Quand c'est pas payant, les gens s'inscrivent et pour les 2/3 peuvent ne pas venir s'il pleut, si le bus fonctionne pas. C'est pas une rentabilité économique à la base. Donc les gens, on a un programme qui était avant sur papier, qui est maintenant sur internet. Les gens s'inscrivent, achètent une visite comme dans une boutique sur internet. Combien ? Entre 5 et 8. Entre 5 et 8. Et entre 5 et 8 euros. Et ensuite, le groupe est accueilli par un vacataire, quelqu'un qui est représentant du CDT à l'entreprise, qui coche, qui fait la liste d'appels, qui fait le gendarme du groupe, l'entreprise n'a juste, entre guillemets, qu'à accueillir son groupe, en fait. Et n'a pas à faire de la communication autour de sa visite, n'a pas... Enfin, voilà, nous sommes en charge de tout ça. Et au début, en fait, nous avons pris le parti, parce qu'en fait, le CDT est né en 98 avec la Coupe du Monde de foot. Et le tourisme en Seine-Saint-Denis, ça a fait rire, en fait. On se demandait ce qu'on allait faire visiter. Ça continue à faire rire. Oui, ça continue à faire beaucoup rire. moins, mais c'est vrai, quand vous allez voir des gens, ils me disent « Ah, vous faites du tourisme en Seine-Saint-Denis », c'est la petite blague qu'on vous sort régulièrement, Voilà. quand même. Et donc, on a pris le parti de faire visiter les industries, mais en fait, on va plus à la rencontre des gens qui travaillent plutôt que visiter les entreprises. C'est plus ça le leitmotiv. Et c'est ce qui différencie énormément, en fait, notre projet par rapport à la DEV, c'est-à-dire que l'humain est au centre de notre démarche. C'est-à-dire que quand Cécile Pierre parle de dynamisme économique, pour nous, c'est quelque chose qui est complètement exactement réducteur, puisque nous, on s'attache à faire des rencontres avec des gens, avoir des échanges avec eux. Bien sûr, on va parler de l'activité économique, c'est très important, mais c'est vraiment ça, c'est pas le fait de montrer uniquement comment c'est fait, comment ça marche aussi. C'est montrer, et à travers, ce que disait Cécile Pierre était juste dans la manière, quel était l'intérêt des entreprises à ouvrir leurs portes. Bien sûr que la communication, c'est un point central, notamment pour les grands groupes type Air France, RATP, SNCF. Pour les petites entreprises aussi. Hein. Oui, mais enfin, pour ces grands groupes-là, c'est un moyen aussi de communiquer, d'être ouvert, en fait. La grosse compagnie fait peur. Donc eux, c'est un intérêt central. Pour les plus petites, c'est un moyen aussi de valoriser son personnel. Et ça, c'est très important. La valorisation des ouvriers, des gens, des employés, ça n'a pas de prix. Et voir le nombre de fois on a visité avec Sophie des entreprises où on voit une espèce d'alchimie, de magie qui se produit, où il y a quelqu'un de la RATP, un ouvrier lambda, qui
qui est tellement content de parler de son travail en face de gens qui s'intéressent à son travail, mais c'est... Ou de sa famille ou ses amis qui viennent visiter l'entreprise. Oui, ça, c'est vraiment, je pense que c'est notre axe le plus fort et c'est ce qu'on veut conserver. Je ne suis pas sûr que, sans vouloir intervenir, je ne suis pas sûr qu'il y ait contradiction, je veux dire. C'est un peu tout. Il y a une transversalité, en fait, entre tous les intérêts. Enfin, on connaît, Cécile Pierre, on connaît la démarche de l'ADER, on travaille avec l'ADEF, mais quand même, dans la démarche est différente parce qu'elle disait, Cécile Pierre, elle était spécialisée dans la... Comment elle s'est présentée pour que les entreprises s'adaptent à l'accueil du public. Dans notre objectif, il faut que l'activité soit vue dans son jus, en fait. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de passerelle qui est créée, il n'y a pas de... Tout ça n'existe pas. Dans notre démarche, effectivement, du coup, c'est pas la même démarche. On ne critique pas, juste c'est pas la même démarche. Et du coup, au début, les entreprises d'agroalimentaire, les artisans de bouche, on les a pas ciblés du tout. On n'a pas ciblé les entreprises qui voulaient vendre à la fin en ouvrant leur boutique. Ça arrive maintenant, on est dans un... Ça fait plus de 10 ans qu'on existe, si ça arrive, il n'y a aucun souci, puisque de toute manière, c'est pas notre démarche. Et peut-être aussi parce que les entreprises que vous faites visiter ne sont pas directement ou aussi directement liées que ça au consommateur final. Donc elles n'ont pas forcément de boutique à la sortie. Oui et non, si vous prenez des entreprises qui sont liées au transport, je pense que la RATP, elle est aussi intéressée qu'il y ait quelqu'un qui... puisque le transporteur, c'est un client. Donc ça, c'est important aussi. Alors, il y a ces visites d'entreprise, on voit bien que même si vous dites ça fait rire ou sourire, il y a quand même plus de 25 000 personnes, 200 à 250 entreprises, plusieurs centaines de visites annuelles. Et aujourd'hui, en fait, on est depuis l'existence, en fait, c'est 70 000 visiteurs. 70 000 visiteurs, voilà. Alors, il y a non seulement ces visites d'entreprise, mais vous êtes allé plus loin, entre guillemets, puisqu'en fait, vous proposez aussi ce que vous appelez des balades urbaines. Alors, c'est joliment dit, ça consiste en quoi? En fait... On ne sait plus. En fait, donc les visites d'entreprise existent depuis le début et on va à la rencontre des acteurs économiques et sociaux du territoire, mais pour le coup, on ne va pas à la rencontre du tissu associatif et des habitants. Et donc, on est un organisme touristique, c'est aussi notre but. Et en 2005, c'est né en 2005 après les émeutes de Clichy-Montfermeil. Et en même moment, il y avait une exposition qui s'appelait 12 banlieues. Donc on a créé le concept de balades urbaines et on a donné le nom de 12 banlieues. Le nom s'efface peu à peu. L'idée est de faire des balades dans la ville avec les acteurs, avec les habitants et à plusieurs voix, et des fois avec des conférenciers et des fois sans, avec des architectes. Et ce concept est bien relayé par tous les acteurs touristiques, donc les offices de tourisme en font, nous on relaie, c'est un tissu qui est bien... Et pour faire évoluer le concept de visite entreprise et le concept de balade urbaine, maintenant on crée des projets avec de la balade, avec des visites. Et le troisième axe qu'on développe, c'est également les croisières, parce qu'on est dans un contexte géographique qui s'appelle le Grand Paris. Et la Seine-Saint-Denis dans le Grand Paris a son rôle à jouer, mais faire sortir les Parisiens de Paris, les faire passer le périph' et faire rentrer les banlieusards dans Paris, c'est assez compliqué. Et faire venir en province, c'est encore plus compliqué. Ah, mais on n'en parle pas, on est là aujourd'hui quand même. Et donc le canal de l'Ourcq et le canal Saint-Denis sont des moyens de faire traverser ces paysages sans que les gens s'en rendent compte. Les gens passent le périph' et s'en rendent pas compte du tout. Donc c'est un troisième axe touristique. Donc maintenant on développe... C'est l'été du canal, c'est ça? L'été du canal, donc oui, voilà, ça c'est les croisières en été. Et on en fait tout au long de l'année avec des projets qui mêlent et visites d'entreprise et balades urbaines et croisières. L'exemple en est, je vais très vite sur... Oui, très vite parce que je redonnais la parole à Monsieur Carenton. En 2010, il y a eu une exposition au centre de Paris qui s'appelait 1910 Paris inondé, donc sur la crue de 1910 à Paris. La Bibliothèque historique de Paris est venue vers nous pour savoir comment ils pouvaient faire une action culturelle autre que ce qu'ils font habituellement. On a fait une croisière qui partait de Saint-Denis, qui allait jusqu'au centre de Paris, avec l'histoire de la crue sur notre territoire, sur le territoire de Paris, quelque chose d'assez standard. Et était lié à ça des visites du bassin de rétention du Stade de France, du centre
centre de gestion des inondations, de l'usine élévatoire de Trilbardou. Enfin voilà, plein de visites d'entreprises liées à l'eau qu'on rattache à un événement culturel. Très bien. Merci beaucoup. Je pourrais juste alors, 2 secondes. 2 secondes, allez-y. Je voudrais juste citer un témoignage d'un de nos visiteurs, en fait. C'est un fidèle et en fait, c'est comme une lettre d'amour. On est très content de l'avoir. Donc, il vous a envoyé une lettre d'amour, c'est ça? Ouais, non, mais vous allez voir. Donc, en fait, ça s'appelle du 92 au 93. Depuis 4 à 5 ans, je suis fan de vos visites. Toutes m'ont intéressée car j'y ai rencontré des gens passionnés par leur métier. Des artisans, du producteur de saumon à l'accordeur de piano, du boulanger tunisien au spécialiste de modèles réduits et du patron de la scierie de bois rares pour marqueterie. Mais également des lieux où le savoir-faire des salariés est incomparable. Le centre de formation des égoutiers, les horticulteurs d'Aulnay-sous-Bois, les aménageurs d'avions privés, les restaurateurs d'avions du musée de l'air et de l'espace, le fret d'Air France Cargo, les réserves du musée des arts et métiers, les simulateurs de conduite de train. 3 petits points. Je pourrais également évoquer les coulisses de la Tour Eiffel, de l'Opéra du Lido. Des visites superbes. J'habite le 92 et grâce à vous, je découvre le 93. Eh bien, merci beaucoup. On va vous applaudir pour ce que vous avez fait. C'est pas moi. Non, mais bon. Jean-Louis Kerouanton, vous êtes Kerouanton. Je suis allé trop vite. Vous êtes vice-président de l'Université de Nantes, j'ai dit tout à l'heure. Vous êtes chargé du patrimoine immobilier. Vous travaillez donc sur ce patrimoine industriel, sur les logiques de développement territoriaux et celles qui sont liées plutôt à l'industrie et à l'architecture. Vous allez nous parler, je pense, d'un projet qui est celui de l'île de Nantes. Il est consécutif à l'effondrement de la navale. Et ça a été l'élément fondateur d'une réflexion qui a abouti à une reconquête de l'espace urbain, tout en respectant et en valorisant justement le patrimoine industriel. Donc moi je voudrais vous laisser la parole pour que vous puissiez nous dire un petit peu la façon dont les choses se sont faites, quel était le projet, votre mode opératoire aussi pour le mettre en place, je suppose qu'il y a eu des inventaires, et puis comment justement le patrimoine que vous avez identifié, vous avez décidé de le valoriser aujourd'hui dans les années 2000, parce qu'en fait on voit bien qu'on ne travaille plus comme on travaillait, j'ai envie de dire, au siècle dernier pour valoriser le patrimoine. Merci à vous de m'accueillir. Alors d'abord, excusez-moi, je prends des notes tout le temps, mais c'est parce que je suis rapporteur de la séance, donc je ne répondais pas à mes mails. Vous avez 2 casquettes en fait. Et donc c'est pour ça que je notais tout à l'heure des choses. Donc ce que je vais vous... Alors, un petit correctif aussi, je vois sur le programme Jean-Louis Kerouanton, virgule, à l'initiative du concept de l'île de Nantes, il ne faut quand même pas exagérer. Donc je ne suis pas du tout à l'initiative du concept de l'île de Nantes. Vous êtes un des initiateurs. Si, je ne suis pas un initiateur de ce problème-là, mais je suis un observateur actif du problème. Acteur. Donc en effet, ce qu'on va un peu vous présenter très rapidement là ce matin, c'est des questions qui posent la problématique de la culture et du tourisme dans un site qui est, lui, pour le coup, à cet endroit-là, devenu totalement inactif en termes d'activité industrielle. Et toute la question, en fait, c'est de savoir ce que c'est que l'activité aujourd'hui, qui est soit une activité culturelle, mais avec des relations effectivement très étroites entre le tourisme et la culture, sans oublier au fond ce que c'est que l'usine d'abord. Et je vous avoue avoir été intéressé au sens académique du mot par ce qui s'est passé tout à l'heure, quand, à juste titre, et surtout ici, on a rendu hommage à l'accident et aux mineurs turcs ce matin, et quand, pas quelques secondes après, mais peut-être 2 minutes après, on a entendu dire l'été à l'usine. Donc là, il y a une espèce de rencontre de sens, stupéfiante au sens fort du mot, pas scandaleuse, et c'est ça qui est le paradoxe, c'est que c'est pas scandaleux ce qu'on a fait ce matin et ce qu'on fait encore aujourd'hui. Mais rappelons-nous quand même que l'usine, c'est un lieu de production, c'est un lieu de dynamisme économique, c'est un lieu d'enrichissement, c'est un lieu de valorisation, mais c'est aussi un lieu de douleur, c'est un lieu de souffrance, c'est un lieu de lutte, et c'est un lieu de mort, parfois. Donc là, il y a des enjeux qui sont intellectuellement extrêmement forts. Mais c'est aussi avec tout ça, je pense en particulier à la question de la relation entre le monde ouvrier et le monde patronal, c'est une rencontre de différentes fiertés. Et là, il y a quelque chose d'absolument essentiel, et même les mecs qui sont à la chaîne tous les jours, ils sont fiers de ce qu'ils font à un moment donné, sinon ils se flinguent aussi. Mais il y a des enjeux qui sont comme ça extrêmement forts entre cette question de l'usine, qui n'est pas un lieu simple, qui est un lieu, encore une fois, dangereux,
parfois nocif, à la fois pour les ouvriers, mais aussi pour l'environnement, voire même pour la société globalement. Mais aussi un lieu qui a quand même cette dimension de qualité, de beauté. Je vais revenir là-dessus, évidemment là-dessus. Je suis donc en train de vous présenter cette première image qui, vous le voyez, est une image particulièrement festive et qui pose justement la question de cette utilisation et de cette réutilisation possible des choses. On fait en effet des feux d'artifice. Je ne sais plus si c'était le 14 juillet ou autre chose, mais en tout cas, vous avez ici le site des chantiers navals de Nantes, qui est reconverti pour partie dans un grand espace de loisirs, dans un grand espace d'appropriation globale des paysages. On parlait de paysages tout à l'heure, je crois que c'est vraiment tout à fait important à considérer. Et puis donc on a une grande grue des chantiers navals. Ça fait des objets qui sont totalement hors d'échelle. Ça fait 45 mètres de haut, donc c'est du R+15. C'est pas, donc il faut raisonner aussi sur toute la question des échelles dans celle de la suivante, s'il vous plaît. Donc très rapidement, une présentation géographique, un peu de carto quand même, de Nantes. Donc là, ce que je vous parle, c'est l'île de Nantes, dite île de Nantes, qui a été désignée comme ça au milieu des années 90, en particulier par Dominique Perrault à l'époque, qui avait un projet urbain, qui avait une réflexion urbaine là-dessus, un tissu industriel et patrimonial qui est constitué à la fois de friches et de zones d'activité qui relèvent en fait des anciennes activités essentiellement mécaniques, chaudronnerie navale, construction navale, mais aussi chimiques, ce qu'on ignore un peu trop, le tout étant dans un substrat que vous voyez en haut à gauche, qui est un substrat de ce qu'on appelle les atterrissements, c'est-à-dire la façon dont en fait la terre gagne sur le fleuve progressivement, soit naturellement, soit sous forme de comblements successifs depuis le XVIIIe siècle, et avec des vues qui sont des vues, ma foi, de paysages industriels très forts, qu'on a perdu aujourd'hui. Suivante. Voilà. Et donc l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui entre la redécouverte, l'empathie, le projet possible, autour d'objets qui sont, ma foi, intéressants. Donc cette question aujourd'hui de Nantes, c'est le port, c'est l'industrie, c'est la reconversion, et c'est finalement l'activité qui se déplace là-dessus, qui est essentiellement pour le moment une activité à vocation touristique et culturelle, ou touristique ou culturelle, et c'est aussi un des enjeux du débat. Je reviendrai sur ce hangar à bananes si je n'ai pas oublié la diapositive après, et merci de passer à la suivante. Donc voilà, donc il y a eu tout un débat en fait sur qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on regarde pas. Si je vous présente cette diapositive, cet acétate, comme diraient les Québécois, pardon, permettez-moi de revenir sur la précédente. Voilà. Ah ben non, elle ne peut pas revenir. Si, c'est bon. Voilà, mais elle doit être bloquée. Donc c'est l'idée qu'il y a eu une redécouverte autour de phénomènes qui deviennent finalement des phénomènes symboliques. Vous voyez que quand on fait une boule à neige et qu'il y a une grue, la tour Luc et la tour de la Biscuiterie qui avait été restaurée en 98, effet Coupe du Monde à l'époque, et puis les serres du Jardin des Plantes qui sont presque un patrimoine un peu plus classique, mais pour revenir à la définition du patrimoine industriel et du tourisme industriel tel que l'a défini Florence Lachès, je suis assez d'accord avec elle sur une vision assez élargie finalement du patrimoine. Et parler de tourisme industriel et de patrimoine industriel, c'est aussi de parler de toute la question de la technicité, de l'arrivée de la technicité un peu partout dans notre monde et dans ce qui nous entoure. Ça, c'est pas mal. Et donc cette petite boule à neige est sortie, voilà, 7-8 ans. Elle a fait un petit buzz à Noël à l'époque. J'en ai évidemment acheté une, je l'ai toujours, et elle est malheureusement pas un peu corrompue dans l'eau, mais peu importe, c'était vraiment pour moi quelque chose qui traduisait absolument le fait que c'est des choses qui passaient dans les têtes des gens. Alors que cette grue avait failli être démolie, cette grue grise, je vous passe les péripéties qui ont fait qu'on a fini par la protéger monument historique. À l'époque, peu de monde, y compris pas à la ville, pensait que c'était bien. Et puis vous voyez que finalement, quelques mois après, Nantes Métropole, le journal et son journal en fait sa une. Et voilà. Donc on est bien là sur des nécessités de compréhension autour de l'appréhension et de l'appropriation des lieux qui sont tout à fait intéressantes. Suivante, s'il vous plaît. Donc voilà. Alors le site, c'est un site historique, c'est un site qu'il faut documenter, qu'il faut connaître. Hein. Il n'y a pas de bon tourisme sans connaissance véritable.
Il n'y a pas aussi d'explicitation et de contextualisation possible. C'est à la fois issu des enjeux de connaissance du patrimoine industriel. Chez vous, en Seine-Saint-Denis, il y a des opérations d'inventaire depuis très très longtemps, avec des publications fortes, etc. Donc c'est un département extrêmement connu, repéré et très dynamique aujourd'hui autour en particulier de la communication via les SIG et tous les sites web. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Donc ça, la question de la mise en connaissance est tout à fait importante aussi, avec une relation, la culture-tourisme qui est tout à fait importante. On a souvent à dire que les cultureux ne parlent pas la même langue que les touristeux, et que finalement, même dans une même phrase, ils peuvent ne pas se comprendre. Et ça, je crois que c'est toujours vrai. Mais là, il y a des enjeux justement très très forts, et je pense que les allers-retours qu'on peut faire entre le tourisme culturel classique, patrimonial classique, et le tourisme industriel autour du patrimoine industriel sont des enjeux très très intéressants du point de vue des échanges de méthodes et de propos. Je voudrais juste rebondir 2 secondes, c'est que en fait, ce projet de vie d'entreprise au CDT a été plus développé par des cultureux que par des touristeux, et nous sommes 20 au CDT. Non, mais c'est important en fait de le dire, parce qu'en fait, des gens formés au tourisme chez nous, il y en a beaucoup moins que des gens formés au métier de la culture. Ouais, oui, je crois qu'ils sont 2 sur 20. Ça se sent dans ce que vous avez dit précédemment. Je pense que c'est important. Mais j'en suis ravi, personnellement. Mais il y a des enjeux qui sont très très intéressants justement à définir là-dessus. Donc voilà, donc connaissance nécessaire, enjeux de compréhension, des lancements et autres, bien entendu. Et puis aussi la question de la symbolique forte, qui est une symbolique monumentale, en l'occurrence autour de la navale et des engins de levage. Je ne reviens pas là-dessus, j'en ai parlé déjà, mais il y a des enjeux extrêmement forts au niveau de la ville, en particulier sur l'acquisition récente. Vous pouvez changer, excusez-moi, d'acétate, comme disent les Canadiens, sur ce qui est un enjeu technique très intéressant de parler d'acétate alors qu'on est juste dans une projection numérique. Mais on est là aujourd'hui sur l'acquisition par la ville de cette dernière grue au centre. Les 2 sont propriété communale en haut, donc on a une espèce de triptyque là qui est très très intéressant du point de vue de la construction des échelles et des paysages. Suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, donc c'est je pense que vous connaissez le personnage qui est en haut à gauche, qui à l'époque était député maire de Nantes. Maintenant, il n'est plus que député. Et donc, en haut à droite, c'est Alexandre Chemetov qui a été l'architecte chargé de l'ensemble des opérations d'architecture et d'urbanisme des espaces publics sur la totalité de la ville. Et c'est l'inauguration du parc des chantiers en mai 2009. Donc là, on est sur une procédure longue de mise en connaissance, mais aussi de mise en public, d'aménagement régulier. Et ce fameux parc des chantiers a été un moment très très fort, et un moment très très fort de la mise en espace et de l'appropriation finalement d'un enjeu autour des chantiers navals, dont finalement, comme toutes les usines, ce sont des espaces qui ne sont pas visitables, jamais. Sauf quand on veut bien soit les ouvrir de manière exceptionnelle ou de manière pilotée, soit, je vais vous provoquer, par un tourisme de droite qui serait économique et un tourisme de gauche qui serait social. Donc c'est pas vous que je provoque en l'occurrence. Donc on est bien là dans des enjeux qui sont aussi tout à fait intéressants à comprendre, mais qui posent aussi, diapositive suivante, la question de la façon dont on va travailler sur ces lieux-là. Ici, une opération tout à fait exemplaire de réhabilitation des cales de lancement pilotée par l'équipe de Chemetov, mais qui pose question aujourd'hui sur les usages. On va passer à la diapositive suivante, sur qu'est-ce que c'est que la culture, finalement, et qu'est-ce que c'est que ce projet touristique de l'île de Nantes. On reste sur cette diapositive. Vous avez ici plusieurs enjeux. Mais je dois avoir un passage automatique. Excusez-moi, c'est pas bien du tout ça. Donc, faites tout votre possible pour rester sur cette image. Merci. Et donc là, on a un enjeu qui est en fait la question de la transformation de la culture. Et qu'est-ce que c'est que la culture? Qu'est-ce que c'est que cet objet-là qui fait appel ou pas au sens du lieu? Et donc là, on a des enjeux, je crois, tout à fait importants. Vous avez peut-être entendu parler des machines de l'île, dont vous voyez ici l'éléphant, qui est l'objet phare de l'île qui est là, qui est dans un ensemble qui fait partie des anciens chantiers navals, qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui les nefs des machines, qui sont des lieux d'assemblage, de fabrication et d'assemblage de moteurs et autres. Donc toute la question qu'il y a aujourd'hui, c'est est-ce que c'est une activité ?
Quel type d'économie il y a autour de ça et quel sens il y a autour de ça. Le sens, il est combattu par les anciens de la navale. Les anciens de la navale trouvent que c'est un truc de bobo, c'est de la social traîtrise, quoi. Et on a parlé, je cite un article du Monde où Jean Relais, président de la Maison des Améliés Techniques, mon ami Jean Relais, président de la Maison des Améliés Techniques, a été interviewé et il a parlé de lutte des classes culturelles pour s'opposer à cette chose-là. Donc quand je dis social traîtrise, je suis quand même pas loin. Donc on est bien là dans des enjeux qui sont extrêmement intéressants. Tout ça est piloté par des gens tous de gauche. Donc la social traîtrise se rentre dans le champ de la gauche, on est d'accord, hein, bien entendu. Les droites ne sont pas social traîtres, ils sont juste de droite. Hein. Donc on est bien dans des enjeux qui sont extrêmement intéressants du point de vue de l'action publique, de la triangulation entre l'action publique, l'action économique et l'action associative. Et là, je crois qu'on est sur des enjeux tout à fait passionnants. Cet objet-là est un objet de l'économie, dont la rentabilité n'est pas absolument évidente, parce que c'est quand même très, très subventionné par la ville et par la métropole, mais qui crée, là j'ai pas les chiffres, mais c'est, on a entendu parler de 160 000 à Levarde, là on est au-delà, quoi. Mais on est au-delà, après il faut savoir qui paye pas, etc., quoi. Donc on est sur des enjeux tout à fait intéressants, sur des propositions plastiques qui sont, ma foi, pas scandaleuses non plus, hein, je veux dire, c'est quand même plutôt bien tout ça. Mais la question de la qualité de sens qui se pose là est quelque chose qui est un débat.